j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je fais suite à une demande qui est pas mal revenue, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube suite à ma dernière vidéo, à savoir vous présenter des livres pour débuter la lecture, enfin la découverte de la littérature classique. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée sur ma chaîne, donc je me suis permis d'apporter une petite nuance à ce thème-là, à savoir que je vous présenterai seulement des ouvrages classiques de légèrement plus de 200 pages ou moins, pour vous faire votre idée et découvrir des auteurs classiques. Évidemment, une fois de plus, je me répète par rapport à la dernière vidéo qui traitait de ce sujet-là, la définition de classique varie et est sujet à beaucoup de controverses, donc encore une fois, je vais m'en tenir à cette fameuse définition du c'est un ouvrage qui est rentré dans une espèce de culture commune qui est étudiée à l'école. Ce sont des auteurs qu'on croise, dont on connaît les noms, dont les ouvrages sont partout. Et voilà, j'ai fait une petite sélection par rapport à cette définition-là. Une fois de plus, si vous considérez qu'elle est bancale ou incomplète, je peux tout à fait l'entendre et ce n'est pas le sujet de la vidéo à proprement parler, bien qu'il serait intéressant peut-être de développer cette idée-là dans une vidéo plus conséquente et pourquoi pas même consacrée à ce thème-là, ce thème de qu'est-ce qu'un classique et qu'est-ce qui fait qu'un ouvrage bascule dans un ouvrage dit classique, devient un ouvrage dit classique. Comparativement à un autre, mais voilà, ce ne sera pas le sujet ici et j'arrête de m'étendre sur le sujet, je commence tout de suite à vous présenter donc ces classiques de légèrement plus de 200 pages ou moins qui peuvent potentiellement vous permettre de rentrer et de découvrir, enfin d'être une bonne porte d'entrée à la découverte de la littérature classique. Le premier ouvrage dont j'ai choisi de vous parler, il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette qui a été écrit en 1678, donc au XVIIe siècle. Madame de Lafayette, vous l'avez certainement fréquentée, même brièvement, dans vos études, que ce soit au collège, au lycée ou plus tard à l'université. Elle est connue pour avoir entretenu des rapports très intimes avec Madame de Sévigné, qui est donc l'autrice des fameuses lettres qui témoignent avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de précision de la vie à la cour à cette époque-là, mais également pour avoir été proche de La Rochefoucauld, qui l'aurait beaucoup conseillé, notamment sur la rédaction de La Princesse de Clèves et de La Princesse de Montpensier. Madame de Lafayette aura une place importante à la cour à son époque, même si elle sera partagée donc entre la vie parisienne et la vie en Auvergne dans une résidence secondaire de son époux. À Paris, lorsqu'elle s'y installe définitivement, elle va ouvrir un salon littéraire, donc c'était ces lieux où à l'époque les auteurs se rencontraient, discutaient, c'était un petit peu le lieu d'effervescence intellectuelle en matière de littérature. Il faut savoir qu'à l'époque, Madame de Lafayette écrit anonymement, donc ce n'est que plus tard qu'on lui attribuera cette œuvre. L'autre ouvrage très connu de Madame de Lafayette, c'est La Princesse de Montpensier, qui reprend un petit peu les thématiques de La Princesse de Clèves, mais complètement différemment, puisqu'on est dans des ouvrages qui vont beaucoup aborder la question de la morale, de la trahison, de la fidélité, et les choix de La Princesse de Montpensier et de La Princesse de Clèves vont être complètement différents. La Princesse de Clèves est écrite dans un langage très soutenu, très précieux. Il y a vraiment un côté très classique, justement, dans cette œuvre-là, classique au sens du classicisme. On va d'ailleurs retrouver des thématiques qui sont centrales dans ce mouvement-là, notamment cette question de la morale que j'abordais juste avant. Mais il va aussi y avoir tout cet aspect grandiloquent des descriptions de la cour, des liens qui vont se créer entre les personnages, bien que la grande modernité de ce roman soit de mettre au centre du récit la véracité des sentiments humains, c'est-à-dire une description très réaliste du sentiment de la passion et de l'amour, mais aussi mettre en scène les dilemmes moraux auxquels est confrontée l'héroïne durant la quasi-totalité de l'œuvre. Ce sont des personnages qui font aussi beaucoup penser aux personnages qu'on pourrait rencontrer chez Homère, par exemple, des personnages avec vraiment des dispositions d'esprit, en l'occurrence majoritairement d'esprit, bien que ce soit des personnages qui soient également très beaux, qui sont supérieurs à la moyenne, donc il y a ce côté un petit peu héros grec chez les personnages, à savoir qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être mauvais, de faire le mal, d'agir de façon amorale, et c'est ce qui va mener la princesse de Clèves à, j'allais dire à sa perte, bien que ce soit déjà une interprétation, mais à faire des choix qui aujourd'hui nous surprendraient peut-être beaucoup. Mais ce sont justement ces dispositions qui sont très largement supérieures à la moyenne qui lui permettent de retenir ses élans et ses passions. Ce sont des personnages de haut rang qui sont très bien insérés dans la société, qui sont très bien reçus à la cour, et on fréquente seulement ce microcosme-là, donc vraiment une espèce d'élite absolue à la fois de la société et même humaine plus largement.
Maintenant que je vous ai brièvement présenté l'œuvre en tant que telle, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Dans cette histoire, on suit donc Mademoiselle de Chartres, qui est une jeune fille qui fait son entrée à la cour, qui va être demandée en épousailles par Monsieur de Clèves, donc le prince de Clèves, et elle va accepter, enfin, cette union va être acceptée, et donc les deux vont se marier. Jusque-là, tout va relativement bien, sauf que lors d'un bal à la cour, la princesse de Clèves va rencontrer le duc de Nemours, un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu jusque-là. Elle va être absolument subjuguée par tout ce qui émane de cet homme et en tomber éperdument amoureuse malgré le fait qu'elle soit mariée au prince de Clèves. C'est là que va se nouer toute la partie tragique du roman, puisque la princesse de Clèves ne pourra jamais faire part de ses émotions au duc, et ça va être quelque chose qui va la consumer peu à peu, consumer également son mariage, son entourage. Bref, cette passion va avoir un impact sur la totalité de son existence. Alors je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin de ce récit, puisque j'ai bien compris que certaines personnes préféraient demeurer dans l'ignorance jusqu'à la découverte par eux-mêmes de la fin d'un récit, donc je ne m'avancerai pas plus. Mais voilà, sachez que les thématiques qui sont traitées là sont les thématiques de la morale, de l'amour passionnel, et qu'on se retrouve donc dans la cour au XVIe siècle. Je précise tout de même que oui, l'histoire de la princesse de Clèves se déroule au XVIe siècle, bien que Madame de Lafayette l'écrive au XVIIe. Et je crois que j'ai fait le tour pour ce roman-là. Voilà, on va retrouver les thèmes donc de la préciosité, du classicisme. C'est vraiment une œuvre classique par excellence pour le coup. Et je pense que même si on y va un petit peu à reculons quand on la découvre à l'école, justement parce que ce sont des thèmes qui sont peut-être un petit peu trop intenses et qui demandent parfois à être vécus pour être compris. À mon avis, c'est un bon roman pour débuter la lecture de classiques parce que la langue est vraiment très belle, d'une part, mais aussi le récit est court, on est rapidement embarqué dans l'histoire, et bien que le texte date de plus de 4 siècles, il y a toujours cette psychologie des personnages qui nous raccroche. On parle toujours de ces émotions humaines qui sont encore une fois similaires aux émotions que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Donc il y a vraiment une forme de miroir, une forme de possibilité de se mettre à la place de la princesse de Clèves, de faire preuve d'empathie pour les personnages. Et c'est ce qui fait que cette œuvre reste tout de même très actuelle, malgré le fait qu'elle soit extrêmement précieuse. Qu'il y ait même une petite dimension chevaleresque dans le récit. Voilà. Alors pas forcément de la part du personnage auquel vous vous attendriez, mais donc il y a tout ce côté-là. Et voilà, c'est pour ça que je vous le recommande dans ces romans assez courts à découvrir. D'ailleurs, c'est le plus long, je crois, de la liste que j'ai choisi. Il fait du coup légèrement plus de 200 pages, il fait 240 pages. Oui. C'est tout pour La Princesse de Clèves, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous parle ensuite des lettres d'amour, les héroïdes d'Ovide. Donc Ovide, c'est un auteur que vous connaissez peut-être pour Les Métamorphoses, et j'ai choisi de vous présenter un roman nettement plus court qui se présente sous forme de lettres. Ce sont donc des lettres écrites par les héroïnes de la mythologie grecque aux héros de la mythologie grecque. Tout d'abord, rapidement, Ovide, c'est un poète latin qui va vivre au début de l'Empire romain, et c'est le moment un petit peu où les Romains reprennent tous les textes grecs, se les réapproprient et remettent en avant ces grandes histoires, ces grandes épopées où on retrouve des héros qui accomplissent de hauts faits. Dans ces récits mythologiques, très souvent, les hommes ont tendance à avoir des comportements abjects envers les femmes qu'ils fréquentent, que ce soit par l'abandon, que ce soit par le mépris, que ce soit par l'oubli de promesses qu'ils ont pu leur faire. Et donc ici, Ovide va donner la parole à ces héroïnes un petit peu cachées, celles qui sont là, qui attendent désespérément le retour de l'être aimé, qui brûlent de passion et mais vraiment se donnent corps et âme à des hommes qui vraiment parfois ont des comportements odieux. Ovide choisit de présenter la souffrance de ces femmes sous forme de lettres. Donc vous allez par exemple avoir les missives que Pénélope aurait pu envoyer à Ulysse, mais vous avez également des choses un peu plus, j'allais dire un peu moins connues, mais c'est simplement que ce sont peut-être des mythes qu'on voit moins souvent mis en avant. Pénélope Ulysse, on connaît, en général l'Odyssée est abordée dans les programmes en 6e notamment. Donc vous avez par exemple Briséis et Achille également, donc là on est plus sur l'Iliade. Vous avez Didon et Énée, donc toute la partie de l'Énéide. Vous avez Thésée également, Médée à Jason. C'est vraiment un très joli texte et les lettres sont assez courtes. Elles permettent aussi de voir un petit peu du point de vue de la femme ces grands récits mythologiques, puisque ce sont des héroïnes qui ne sont pas forcément
qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui a pu se passer pour la personne qu'elles attendent. Et c'est vraiment très intéressant comme point de vue. Alors vous n'êtes pas obligé de lire toutes les lettres d'un seul coup, c'est l'avantage. Vous pouvez très bien choisir par exemple de commencer avec la lettre de Pénélope à Ulysse, qui est d'ailleurs la première, donc si vous avez peut-être un souvenir de l'Odyssée. Ensuite vous avez donc Briséis et Achille, donc si vous avez des souvenirs de l'Iliade, pareil. Bref, vous pouvez sélectionner, piocher un petit peu et voir ce que vous voulez lire et découvrir. Mais c'est un ouvrage très intéressant, on n'en entend pas énormément parler. J'étais moi-même tombée dessus un petit peu par hasard en librairie, suite à ma lecture des Métamorphoses qui m'avait vraiment beaucoup plu. Donc les lettres d'amour, je vous le recommande vraiment, c'est assez accessible en termes de langue et c'est un très joli récit, enfin ce sont des très jolies lettres. J'ai choisi de vous mettre un roman d'Annie Ernaux dans cette sélection parce que la plupart de ces textes sont extrêmement brefs. J'ai pris le plus court que j'ai en ma possession, il fait donc 76 pages, donc, et comme vous pouvez le voir, rédigé assez gros. C'est un texte qui est également assez accessible d'un point de vue financier, il est à 3 €, vous pouvez facilement le trouver d'occasion également. L'Occupation paraît en 2002 et je pense qu'on pourrait dire que c'est une fiction psychologique, bien que très souvent Annie Ernaux s'inspire de sa propre expérience pour rédiger ses ouvrages. L'Occupation, c'est un texte qui va mettre au centre l'émotion de la jalousie, à quel point ça peut dévorer, à quel point ça peut presque rendre fou, puisqu'il y a vraiment ce côté-là dans le récit, cette espèce de tendance de l'héroïne qui est sensiblement, qui semble être Annie Ernaux en tout cas, à petit à petit sombrer dans la folie, l'obsession, vraiment la compulsion vis-à-vis d'un homme qui n'est plus avec elle. Au-delà de l'obsession qu'elle peut avoir pour cet homme, elle va surtout développer une obsession vis-à-vis de la femme qui est amenée à partager sa vie après elle. Elle va vraiment faire des recherches, il va y avoir comme une forme de ce qu'on dirait aujourd'hui qu'elle va stalker clairement cette femme, et elle va être vraiment consumée par cette idée de mais qu'est-ce qui diffère entre elle et moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi il l'a choisie elle et pas moi? Et il va vraiment y avoir cette obsession du savoir ce qui est vécu par les deux personnes concernées. Donc c'est une jalousie dévorante, débordante. Ça transpire du récit. C'est un récit qui est d'ailleurs assez malaisant pour cette raison-là, c'est que ce sont des émotions auxquelles on est confronté dans notre vie. Je veux dire, la jalousie, c'est tout de même un sentiment. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas jaloux ont forcément à un moment donné ressenti au moins cette petite pointe très amère de la jalousie. Et bien là, Annie Ernaux, elle expose vraiment une jalousie éclatante qui vraiment prend toute la place, qui dévore une fois de plus, qui consume et qui ne peut pas être dépassée, qui est vraiment qui fait que le personnage est figé dans le temps présent, que le personnage a besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre, d'avoir la maîtrise de la situation et qui se retrouve complètement démuni en se rendant compte que en fait tout lui échappe. Le paradoxe réside aussi dans le fait que c'est l'héroïne qui choisit de quitter cet homme. Et donc cette jalousie semble presque au lecteur, alors déjà démesurée c'est certain, mais presque déplacée. Et c'est assez amusant de voir à quel point très rapidement on condamne moralement les sentiments que peuvent ressentir des personnages sans finalement connaître les tenants et les aboutissants, les raisons qui ont fait que potentiellement cette femme s'est éloignée de cet homme. Il y a vraiment tout ça qui est interrogé, qui est très bien amené par Annie Ernaux dans un texte une fois de plus extrêmement court. Donc voilà, je vous recommande de le découvrir, mais pour Annie Ernaux, je pense que vous pourriez lire n'importe lequel, ils sont tous assez brefs, ils sont tous assez accessibles. Alors après, il y en a certains que moi j'ai un petit peu moins aimé, donc je ne les mettrai pas en avant sur la chaîne, mais la plupart sont vraiment de très bons livres, très intéressants, et reprennent toujours cette espèce de thème très fort chez Annie Ernaux, cette volonté d'une introspection qui va vraiment chercher dans les profondeurs, dans les tréfonds de son âme, et je trouve que c'est très intéressant parce que ce sont des ouvrages qui ne font pas preuve de pudeur, donc on a vraiment accès à ce que l'autrice veut nous livrer de plus authentique et de plus puissant. Alors parfois c'est dérangeant, c'est sûr, mais on ne peut pas nier le fait que c'est une démarche qui vise une authenticité très rare. Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, je ne pouvais pas ne pas mettre cet ouvrage dans cette vidéo. Déjà je ne pouvais pas mettre un livre, je ne pouvais pas ne pas mettre un ouvrage de Zweig parce que très rapidement je trouve que quand on parle de classique court, enfin en tout cas en ce qui me concerne, Zweig me vient immédiatement à l'esprit. Et le joueur d'échecs particulièrement si vous ne l'avez pas lu.
parce que il y a un truc avec le joueur d'échecs. Alors j'ai découvert Zweig avec ce texte-là, mais il y a vraiment une... C'est au-delà d'une expérience littéraire, c'est aussi une expérience humaine, je trouve, de découvrir ce texte-là. Donc Zweig, c'est un auteur autrichien. Il me semble que le joueur d'échecs est paru en 1948, si je ne me trompe pas. 1943, pardon, excusez-moi. Donc dans cette histoire, on va suivre majoritairement deux personnages. Un qui est champion d'échecs, grand tacticien, connu pour sa grande connaissance des jeux d'échecs, qui vient d'un milieu modeste et qui s'est beaucoup entraîné pour jouer aux échecs et qui avait clairement une facilité initiale dans ce domaine-là. Et un autre homme qui lui était un riche Autrichien qui, durant l'occupation, a été enfermé dans une chambre et qui avait pour seul divertissement le fait de s'imaginer des parties d'échecs. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous dévoile déjà ici énormément de l'intrigue de ce récit, bien que, encore une fois, là, pour le coup, vous avez les grandes lignes, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les descriptions que Zweig va faire de cet apprentissage du jeu d'échecs pour l'un comme pour l'autre, mais aussi de voir cette espèce de souffrance qui a pu être l'enfermement de cet homme qui va vraiment développer une attitude obsessionnelle vis-à-vis du jeu d'échecs. Obsession qui va commencer par une occupation dont il a vraiment besoin puisqu'il est privé de toute source de distraction, il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, rien n'est à sa disposition. Il est dans un, si je me rappelle bien, dans un immeuble où même les fenêtres sont fermées, donc il est impossible de voir l'extérieur. Il évolue vraiment dans un milieu clos, sans conscience du temps qui passe, sans conscience de ce qui peut arriver à l'extérieur. Donc on est vraiment dans un huis clos durant les phases où on voit ce qui se passe pour ce personnage-là. C'est vraiment très très intéressant et la confrontation de ces deux vies qui sont radicalement différentes et qui finalement ce plateau d'échecs qui va réunir ces deux individus. C'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait. Je me demande toujours comment Zweig fait pour mener des récits aussi riches d'un point de vue de la psychologie des personnages en si peu de pages. C'est vraiment impressionnant. Le joueur d'échecs, moi je vous le recommande pour découvrir Zweig parce que déjà, bon, je pense que c'est le plus connu, donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu, enfin de connaître cette histoire clé qui est voilà, au centre, qui représente presque un auteur, mais aussi parce que en elle-même, l'histoire vaut la peine d'être lue. Elle est impressionnante, elle est prenante, c'est un ouvrage que vous dévorez d'un seul coup, clairement. Et encore une fois, on va avoir toute cette interrogation autour de la folie, cette sensation d'une chute, comme le personnage, enfin, comme c'est le cas pour le personnage de chute dans la folie, dans les tréfonds du mental qui va vraiment puiser dans ses ressources, les dernières, enfin, malgré l'épuisement, malgré l'enfermement, c'est vraiment très intéressant, très riche, et ça aborde aussi donc quelque chose qu'on voit assez peu, c'est cette torture psychologique qui a existé durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est très bien fait par Zweig, c'est très intense, très intéressant. Je vais me répéter, donc je vais arrêter. Et toujours dans une langue extrêmement fluide, extrêmement accessible. Donc voilà, c'est ce qui fait que Zweig, je trouve, fait partie des auteurs un petit peu privilégié, préférentiel pour débuter la littérature classique. J'ai choisi de vous parler également de L'Amant de Marguerite Duras qui paraît en 1984. Ça fait partie de ses romans autofictionnels, c'est-à-dire que Marguerite Duras parle de sa propre expérience, mais sous forme de fiction, donc sous forme romanesque. Et L'Amant est le roman, je pense, le plus connu de Marguerite Duras. Alors après, maintenant, j'ai un petit peu du mal à faire le tri, parce qu'une fois qu'on en a lu plusieurs, on a l'impression de voir les noms partout, mais il me semble que L'Amant est le plus connu. Je ne pense pas que ce soit le plus accessible pour autant, mais comme l'impératif de cette vidéo était de choisir des ouvrages courts, L'Amant fait seulement 140 pages. Et sa complexité est bien différente de celle de La Princesse de Clèves par exemple. Marguerite Duras, c'est une écriture incisive, franche, assez percutante, surprenante. On est vraiment dans cette littérature du XXe qui s'affranchit des codes très comment dire, de cette exigence des phrases longues, des phrases très descriptives. Là, on va vraiment être dans quelque chose de très sensoriel chez Duras. On va vraiment avoir les ressentis du personnage en même temps qu'on est face à un texte très épuré. Et on va avoir cette authenticité dont je parlais chez Annie Ernaux, bien que complètement différemment.
cette volonté de Duras de raconter au plus proche du réel ce qui a pu se passer. Et j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs que, alors je ne sais plus si c'est l'année de sa publication, mais c'est ce livre-là qui a valu à Duras d'obtenir le prix Goncourt. Marguerite Duras passe son enfance et son adolescence en Indochine française et c'est de ça qu'elle nous parle dans ce récit. Ce qui va être vraiment au centre, ça va être sa relation avec un jeune Chinois plus âgé qu'elle, avec qui elle va entretenir une relation assez particulière et discutable, dirons-nous. Ça va être vraiment le centre du récit. Sauf qu'à côté de ça, on va retrouver les thématiques. Alors, je ne me souviens plus si le barrage a été publié avant ou après l'amant. Mais quoi qu'il en soit, chez Marguerite Duras, on a énormément la thématique de la mère, par exemple, qui revient, qui est très présente dans ce roman-là. Mais également sa relation avec ses frères, qui est aussi très particulière, très différente. Et donc, quelles vont être les réactions de ses proches face à cette relation, ce qui va se passer, comment vont-ils réagir, qu'est-ce qu'elle va ressentir, comment elle va se comporter. Il y a tout ça qui est raconté. Donc bon, on est dans un roman qui parle énormément de psychologie, une fois de plus, mais vu qu'on est dans l'autofiction, il y a moins il y a une démarche analytique de Marguerite Duras, vraiment indiscutable, mais il y a toujours cette volonté de rendre ça très romancé, ce qui, à mon avis, est moins le cas chez Annie Ernaux, bien que ce soit juste une opinion comme ça à l'emporte-pièce, parce que ce n'est pas une question à laquelle j'ai plus réfléchi que ça, mais là, lorsque je vous fais le parallèle entre les deux autrices, j'ai l'impression que chez Annie Ernaux, il y a une dimension peut-être plus sociologique que chez Duras, qui, elle, va vraiment se concentrer sur ses propres vécus, ses propres expériences, et cette espèce d'auto-analyse, de volonté de compréhension de soi, bref. Donc pour résumer, les grandes thématiques, c'est cet amour avec une différence d'âge très importante puisque les protagonistes ont 12 ans d'écart. Donc pour résumer, les thématiques qui sont au centre de ce récit, c'est cette relation d'amour avec 12 ans d'écart entre les deux protagonistes, leurs origines qui sont différentes, donc par extension leur éducation, leurs croyances, leur comportement, et aussi toute cette relation familiale, ce cocon familial dans lequel évolue Duras, qui est à bien des égards dysfonctionnel, comme la plupart des cocons familiaux, mais avec ses subtilités, ses nuances, ses particularités, comme toujours. Et donc on a on vit cette expérience de la rencontre avec cet homme, de cette relation amoureuse qui va se créer par tous ces prismes confondus. C'est aussi le récit du retour en France de Marguerite Duras, et je ne vous raconterai pas comment se clôt le récit pour éviter toute forme de spoil, mais voilà, la fin de l'amant est assez riche, je trouve. Vraiment, en peu de mots, Marguerite Duras fait ressentir énormément de choses. Voilà, donc l'amant, je vous le recommande aussi, bien qu'encore une fois, c'est un choix assez compliqué parce que c'est pas forcément le livre le plus accessible de Marguerite Duras. Et je terminerai cette vidéo avec Chérie de Colette, qui est là aussi, je pense, son ouvrage le plus connu. Il est publié en 1920 et son histoire est assez... Enfin, alors, son histoire met en avant des thèmes qui sont très chers à Colette, qui vont très souvent revenir dans ses ouvrages, à savoir la différence d'âge entre les personnages et cette sensation du vieillissement, particulièrement chez la femme. On suit Léa, qui est une courtisane de 50 ans qui entretient une relation avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, dont elle est éperdument amoureuse, mais auquel elle ne veut pas imposer son âge. Donc une relation de couple au sens vraiment formel et strict. Au-delà de tout ça, Léa est un personnage extrêmement lucide sur les différences qu'il peut y avoir entre elle et ce jeune homme. Et petit à petit, on va voir cette souffrance, ce sentiment d'être remplacé par, donc en l'occurrence par une jeune femme, et de se voir vieillir, de se sentir vieillir, de ne plus être légitime à prétendre être le centre de l'attention parce qu'en tant que femme, elle vieillit, elle perd de ses charmes, c'est ce qu'elle dit dans le texte. Et il y a cette crainte en même temps que cette lucidité. Les deux cohabitent extrêmement bien et font de Léa un personnage très très riche. Je ne pourrais pas vous parler de la fin de Chérie puisque je ne l'ai pas lu, donc je vous parlerai de la fin de Chérie, donc mais ce Chérie-là. On va voir que cette rupture et cette séparation, elle ne va pas sans quelques remises en question et quelques regrets de la part de protagonistes masculins. Et c'est, ma foi, une expérience de lecture qui est assez triste par moments, je ne vais pas mentir.
mais qui est aussi très enrichissante et qui m'a vraiment personnellement donné envie de me plonger beaucoup plus intensément dans la découverte de l'œuvre de Colette. J'avais lu dans un premier temps La Chatte, qui est un récit dont je vous ai parlé dans mes classiques préférés, parce que je pense que c'est mon Colette préféré. Mais Mes Chéris est vraiment juste derrière. Je trouve que c'est brillant, il y a vraiment... et puis en 1920, aborder des thématiques comme la sensation de vieillissement de la femme et cette injustice qu'il y a finalement dans le fait de se sentir vieillir, de se sentir dépossédé de qualités qui faisaient notre réussite à un moment donné, puisque c'est vraiment ça aussi, Chérie, c'est cette sensation qu'a Léa d'être dépossédée de sa beauté et de sa jeunesse qui était, en tant que courtisane, sa source principale de réussite d'un point de vue professionnel. Il y a vraiment tout ça qui est mis en exergue dans le texte. C'est divinement fait. La plume de Colette est très agréable aussi, assez exigeante par moments, mais tout à fait accessible à mon avis, beaucoup plus que des textes peut-être un peu plus... je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais elle n'est pas des moins accessibles. En revanche, elle est sombre et de ce que j'ai cru comprendre, la fin de Chérie, donc le livre qui suit celui-ci, l'est d'autant plus. Donc voilà, il faut savoir quand on se lance qu'il faut par moment avoir le cœur assez bien accroché. Je vous ai donc présenté ce livre de moins de 250 pages pour vous permettre de découvrir des classiques. J'espère que ça vous a donné des idées de réflexion. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Comme ça, si d'autres personnes cherchent, les commentaires permettront peut-être de créer une espèce voilà, de lieu d'échange et de lieu de partage de titres que moi aussi j'aimerais certainement découvrir d'ailleurs. Si vous vous lancez dans certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à donner vos avis également. Je tiens à rappeler que tout ce que j'ai dit là est purement personnel, c'est ma sélection personnelle, je ne juge pas qu'elle soit meilleure qu'une autre et je ne juge pas que d'autres ouvrages ne mériteraient pas d'être dans cette vidéo. J'ai dû faire une sélection assez réduite, c'était impossible d'être encore une fois exhaustive sur ce type de vidéo et de vous citer tous les classiques de moins de 200 pages que je juge intéressants pour commencer la lecture des classiques. Mais voilà, je trouvais que cet impératif d'un nombre de pages assez réduit pouvait peut-être diminuer un petit peu la crainte qu'on peut avoir à se lancer dans une œuvre déjà impressionnante de par ce qu'elle porte d'un point de vue culturel, mais aussi de par la densité du texte, le nombre qui se traduit quand même souvent par le nombre de pages, par tout un tas d'autres critères évidemment, mais par le nombre de pages en tout cas. Je sais que pour ma part, si je ne me suis jamais lancée dans Les Misérables, ce n'est pas faute d'envie, c'est vraiment faute de motivation face à ces 2000 et quelques pages, même si c'est un de mes projets cette année de le lire. Bref, tout ça pour dire que cet impératif du nombre de pages, je le trouvais intéressant pour peut-être enlever cette idée qu'un classique c'est nécessairement immense. Voilà. Il y a des livres très brefs qui sont des classiques, qui sont également porteurs de choses très importantes, qui sont très denses, tout autrement du coup qu'en termes de nombre de pages. Voilà, je pense que je vous ai rapidement résumé mon idée, j'espère que je vous l'ai transmise de façon assez claire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.